commencer. En tout cas, bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici. Alors moi, je vous emmène effectivement dans un monde qui est a priori pas le vôtre, hein. Je vous emmène dans le monde merveilleux de la santé. Donc c'est toujours de la transformation digitale, hein, mais j'espère que ça sera inspirant pour vous. On va se mettre dans les baskets d'un médecin, d'un pharmacien, d'un labo pharmaceutique, d'un assureur santé, peut-être éventuellement, et bien sûr d'un patient. Alors il faudrait que la présentation arrive, ce serait sympa. Peut-être j'appuie dessus? Non? Ouais? It's coming? Ok. Bon, effectivement, donc comme je disais, c'est pas forcément votre domaine, mais c'est aussi un exercice d'inspiration et d'imagination. Donc j'espère que ce sera instructif pour vous et donc inspirant. Alors je vais vous montrer, je vais illustrer effectivement par l'exemple de l'entreprise que j'ai fondée, hein, qui est Exacture. Et donc on va parler d'intelligence artificielle, de médecine personnalisée, et que vous allez voir bientôt quand ça va arriver sur l'écran. Ah voilà, génial. Donc effectivement, on va parler d'IA, intelligence artificielle et de médecine personnalisée, mais ce sont un petit peu des buzzwords tout ça. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous raconter l'exemple de la société que j'ai créée, Exacture, et dans toute aventure entrepreneuriale, finalement, je pense qu'il faut se poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on crée cette entreprise? Pourquoi Exacture? Et pourquoi est-ce que tous les matins, on se lève et on est motivé chez Exacture? Bien, au fond de nous, on est des animaux un petit peu bizarres, hein, dans mon entreprise. On trouve que le médicament, c'est une invention géniale, que c'est quasiment magique. Ouais. On est comme ça, c'est notre ADN. Et pourquoi? Parce que le médicament, on est d'accord, hein, c'est presque magique, parce que quand vous prenez un médicament, vous avez mal à la tête, bah, quelques minutes après, c'est fini, c'est guéri. Donc on peut comprendre que pour certains, c'est un petit peu ésotérique, hein, c'est quasiment de la magie. Et nous, on pense que le médicament devrait d'ailleurs faire que du bien aux gens, et malheureusement, eh bien, c'est pas le cas. Et ça nous chiffonne un petit peu. Donc pourquoi Exacture? Eh bien, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a plus de personnes chaque année qui meurent à cause de médications inappropriées que de personnes qui meurent dans les accidents de la route. Il y en a 5 fois plus. Et bien sûr, ça coûte cher, ne serait-ce qu'en France, on a estimé le coût assurantiel à plus de 10 milliards d'euros par an. Mais juste en France, donc vous imaginez transposer ça à l'échelle du monde. Donc effectivement, c'est inacceptable, ça ne peut plus durer. Alors pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Pourquoi les médicaments ne nous font pas que du bien et font aussi des choses indésirables? Eh bien, c'est parce on répond finalement tous de manière différente aux médicaments. Monsieur, madame, votre voisin, vous allez tous répondre de manière personnelle aux médicaments. Et ça, c'est un enjeu et c'est très compliqué. C'est le principe de ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Et donc, vos médicaments, finalement, le problème, c'est que quand ils ont été designés, quand ils ont été produits par l'industrie pharmaceutique, ils n'ont pas été produits pour vous. Ils ont été produits pour une population de patients. Ils ont été testés sur une population de patients. Mais lorsque on veut traiter une pathologie, on ne s'intéresse pas à la population, on s'intéresse à un patient en particulier. Quand on est médecin, quand on est pharmacien, on a un patient en face de soi. Je vais vous donner un exemple. C'est celui de cette jeune femme, Jenny, qui est un vrai exemple. C'est une personne qui avait une pathologie, qui a une polyarthrite rhumatoïde, donc une patiente chronique, qui prend des médicaments tous les jours, des anti-inflammatoires de manière en général, ou des médicaments antidouleurs. Et cette personne, elle a 28 ans, elle pèse 48 kilos, donc elle est plutôt frêle. Elle a un problème, c'est qu'elle a aussi une insuffisance rénale. Ça veut dire que ses reins, eh bien, ils n'ont pas une élimination normale. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avoir une certaine rétention des médicaments dans son corps. La conséquence, c'est que cette personne, elle a eu ce qu'on appelle une hépatite médicament induite, médicament dépendante, il y a 2 ans. Parce qu'elle était trop exposée aux médicaments par rapport au commun des mortels. Ça illustre vraiment le problème de cette médecine personnalisée. Elle aurait dû avoir des doses différentes, cette patiente. Mais c'est un peu une taille unique. Quand on prescrit un médicament, on ne va pas jusqu'à ce niveau de personnalisation. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, comme je vous ai dit, dans un monde idéal, eh bien, votre médecin, votre pharmacien devrait vous poser 1000 questions. Est-ce que vous faites du sport? Quel est votre âge? Votre poids? Ça, ok, ça va. Mais est-ce que vous mangez végétarien? Quels sont vos autres médicaments? Est-ce que vous buvez de l'alcool? Et ça, très franchement, pour un cerveau humain, c'est trop compliqué. C'est impossible à intégrer. Donc, c'est exactement ce que nous, on a pour but de faire. C'est ce qu'on veut faire, et c'est ce qu'on fait avec notre intelligence, mais artificielle, par ce qu'on appelle de la biomodélisation. Donc, c'est ce que je vais vous montrer dans les minutes qui viennent. Alors on a vu le pourquoi, hein, pourquoi on se levait le matin, ce qui est important. Mais on va voir un petit peu maintenant notre W, hein, qu'est-ce qu'on fait exactement, what. Donc cette intelligence artificielle, on va l'utiliser pour créer ce qu'on appelle votre jumeau digital, votre jumeau numérique en bon français.
Alors, c'est un mot aussi qu'on entend pas mal. Et qu'est-ce que c'est notre propre jumeau numérique à nous, à Exacture? Mais on va le voir. C'est donc basé sur notre intelligence artificielle et il va avoir pour but un bon usage du médicament. Il va avoir pour but de personnaliser votre médication. Et attention, j'attire votre attention parce que souvent, ces jumeaux numériques, on les voit beaucoup dans le design, dans la construction ou dans l'élaboration de nouveaux produits. Et en industrie pharmaceutique, c'est le cas aussi. On a aussi des digital twins dans la création de médicaments. C'est en train de naître. Mais nous, on veut vraiment l'apporter dans le vrai écosystème. C'est le défi d'Exacture, que ça arrive à vous, à votre voisin, à votre voisine de palier, et à votre médecin, à votre pharmacien. Alors qu'est-ce que c'est en pratique? En pratique, c'est une application mobile, web, qui est plus qu'une application, qui est un dispositif médical logiciel. Et ce dispositif médical, il va permettre de simuler le devenir de vos médicaments au cours du temps, minute après minute, comme si on venait directement le mesurer dans votre sang, mais sans une goutte de sang, juste par la simulation en fait de ce fameux jumeau numérique qui vous est propre. Donc c'est la pharmacologie. Moi je suis un ancien prof de pharmacologie, et le but c'est d'avoir le jumeau numérique de Jenny, le mien, le vôtre, et que ce jumeau il s'adapte justement en fonction de votre profil. Donc à quoi ça ressemble? Donc c'est une application web et mobile. Ça ressemble à ça. Ça c'est la version patient de notre jumeau numérique que vous pouvez tester si vous voulez. Et donc il y a un double challenge là, parce que je vais vous parler après du challenge un petit peu de l'intelligence artificielle, de comment créer cette personnalisation. Mais il y a un autre challenge intéressant qui je trouve fait écho à la transformation digitale, c'est qu'il faut emmener aussi cette technologie, il faut emmener cette complexité sous-jacente de nos algorithmes jusqu'au commun des mortels. Parce que à quoi bon transformer sinon l'écosystème si on n'atteint pas notre cible? Et parmi nos cibles, souvenez-vous, il y a les patients, il y a Jenny, cette jeune femme dont je vous ai parlé. Et donc ça c'est la version patient. Donc le challenge il est double, il est aussi non seulement de faire quelque chose qui technologiquement tient la route, mais qui est accessible, qui est simple. Et croyez-moi, c'est pas simple de faire simple, pas du tout. Donc là, c'est ce qu'on a développé avec des patients, donc c'est dans cette application mobile que j'ai dans mon téléphone, que vous pouvez télécharger aussi. On va avoir cette fameuse Jenny qui prend un comprimé, un ibuprofène, ici un Advil 200 mg, et qui le prend à 18 heures. Donc on a incarné le temps de la manière la plus évidente, la plus simple, c'est une horloge. Et vous voyez que cette horloge elle montre qu'à 18 heures on a eu la prise d'un médicament, mais que ce médicament, déjà c'est pas complètement magique, c'est pas au moment où vous allez l'avaler qu'il va être efficace. C'est pas à ce moment-là que votre mal de tête ou votre mal articulaire il va s'apaiser. Il va mettre un petit peu de temps. Donc pour Jenny, pour cette personne-là, le début de l'effet ce sera plutôt à 18h20. Vous voyez le petit plus autour de l'horloge. Et vous voyez ce bandeau qui, heure après heure, entoure l'horloge, et c'est lui qui va refléter pour le patient l'action du médicament. Le verre n'est pas homogène si vous regardez bien. Il est d'abord intense parce qu'il monte en puissance et ensuite il s'élimine. Alors avec le rétroprojecteur on ne le voit pas forcément très bien, mais c'est l'intensité du médicament est vraiment reflétée par l'intensité de ce bandeau vert. Et donc on voit qu'après son médicament antidouleur, à 22h50, il sera plus efficace. Alors ça c'est dans un scénario où tout va bien, c'est un scénario idéal, hein. Jenny, elle gère sa douleur, elle gère ses médicaments, mais ça se passe pas toujours comme ça. Comme je vous ai dit, parfois ça se passe mal. Et imaginons que Jenny, elle soit pas raisonnable. Et croyez-moi, quand on a mal, on n'est pas très raisonnable, hein. Donc elle a vraiment plus mal que d'habitude. Elle va vouloir prendre une dose plus importante. Compte tenu de son poids, de son âge, donc elle va le simuler, elle va voir que si elle prend 400 mg d'ibuprofène, elle aura une efficacité un petit peu plus longue que précédemment. L'horloge montre que c'est efficace un peu plus longtemps. Mais regardez, cette espèce de compteur d'intensité du médicament, il va être rouge entre 18h50 ici et environ 21h. Donc ça lui dit très clairement un message. Si tu as pris ce médicament, il y a un problème. Contacte ton médecin, ton pharmacien. Mais si tu ne l'as pas pris, on te déconseille de le prendre parce que ça va te faire du mal. Plus de mal que de bien. Donc c'est finalement, nous on appelle ça un compteur de vitesse du médicament. C'est comme un speedometer en anglais, mais un drugometer si vous voulez. On va quantifier l'action du médicament en temps réel et de manière personnalisée. Donc c'est un petit peu comme si aujourd'hui sans Exacture vous conduisez sans votre compteur de vitesse et nous on offre le compteur de vitesse dans la voiture. Mais encore une fois c'est de la transformation digitale, il faut que ça arrive par un moyen numérique et donc ça arrive dans le smartphone de nos patients. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? Tout ce qui est fait par Jenny, bien sûr, dans cet écosystème, on ne peut pas le faire que pour le patient. Il faut que ce soit en bonne intelligence avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème de santé. Donc on va aussi le partager avec les pros, les médecins, les pharmaciens en particulier, qui n'ont pas le même objectif exactement. Pour eux, ça va être un outil privilégié pour suivre la médication de leurs patients, donc de monitoring.
mais aussi pour personnaliser les traitements, ajuster. Je vous montrerai juste après à quoi ça ressemble chez le pro. Donc voilà, vous avez vu qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'on fait, ce jumeau numérique, vous avez vu le what. On peut brièvement vous montrer comment on fait ça, le how. Alors je ne rentrerai pas dans les détails, hein. Ce qui se cache derrière ça, c'est des mathématiques pas très classiques d'ailleurs. Souvent on parle d'intelligence artificielle, encore une fois c'est un buzzword. Moi j'aime pas tant que ça, ce mot-là, parce qu'il y a plein de choses derrière. Ce qu'on fait c'est des maths, c'est de l'algorithmique. On a travaillé ça avec INRIA, avec différents Bonne Intelligence, avec notre écosystème de l'époque, on a de nos premiers partenaires. Et on a fait des maths pas classiques dans la thématique de la pharmacologie. Mais quel est le principe, si vous voulez, avec les mains, pour vous expliquer ça sans équation? Eh bien, comment je vais savoir l'impact du sexe, l'impact de l'âge, l'impact du poids sur un médicament? Eh bien, en réalité, il y a une source incroyable de données qui se trouve dans les publications de la littérature. Les gens publient tout le temps des études cliniques qui montrent comment un médicament varie en fonction des patients. Et donc la littérature est très riche dans ce genre d'informations. Et donc on va les rassembler. On va faire de la lecture automatique du NLP qui est basé sur ces publications. Et on va mettre une couche qui est vraiment à nous, une couche algorithmique qui est vraiment propre à notre entreprise, qui est unique, qui est le fait de pouvoir intégrer ces différentes informations, ces informations complexes, hétérogènes, dans un seul et même méta-modèle. C'est le nom que ça porte, un modèle intégratif. Et ça, le résultat, c'est que si vous avez 10 sources différentes, une qui explique l'influence de l'âge sur le paracétamol, l'autre qui explique l'influence du poids sur l'action du paracétamol, et une dernière l'influence, je sais pas moi, de l'insuffisance rénale, et ben nous, on va intégrer tout ça, et on va être en mesure de faire un seul méta-modèle qui va vous intégrer tous ces différents influenceurs. Donc, vous pouvez être gros, petit, grand, insuffisant rénal, un homme, une femme, peu importe. On vous simulera vraiment votre propre jumeau numérique. C'est en cela que c'est un jumeau. Voilà. Alors, à quoi ça ressemble aussi donc, en pratique, hein, je prends un médicament aussi qui est un blockbuster, Pradaxa. C'est un anticoagulant direct. Je vous ai dit, on se met là dans les baskets d'un médecin. Alors si vous avez rêvé d'être médecin, c'est le moment ou jamais, là, vous allez prescrire. Donc on se met dans les baskets d'un médecin, cardiologue plutôt, parce que Pradaxa c'est un anticoagulant. Et puis donc toutes ces données, on les puise dans la littérature, mais pour le médecin c'est transparent. Il va accéder à la version pro d'Exacture. Et donc il va dire, moi je veux prescrire un Pradaxa à 150 mg pendant une semaine par exemple pour tester, et un comprimé à 8h du matin et un comprimé à 20h le soir. Et donc il le rentre dans l'interface. J'aurais eu mon PC, j'aurais pu vous montrer en direct aussi, hein. C'est en live, hein. C'est l'interface web qui est accessible à tous les professionnels de santé. Et donc on va lui simuler le devenir du médicament. Alors je reprends un peu ma casquette d'ex-prof de pharmaco. Ce que vous voyez là, ces espèces de dents de scie, c'est l'action de vos médicaments dans votre corps, avec une vision vraiment scientifique. C'est-à-dire quand vous prenez un médicament, on part de zéro, c'est le temps qui est en abscisse, et c'est le médicament dans votre sang qui est en ordonnée. Donc à un temps zéro, vous n'avez pas de médicament. Vous prenez une première dose, ça va monter, ça va faire un pic. Ça va s'éliminer, le pic redescend. Mais le soir même, vous en prenez encore un autre. Ça remonte, puis ça redescend. Le lendemain matin, vous en prenez encore un autre. Ça remonte un petit peu plus haut à chaque fois. Et vous voyez qu'il se passe un truc. Ces dents de scie, c'est que c'est à chaque administration du médicament. Après, elle s'équilibre dans un régime qu'on appelle pseudo-stationnaire. C'est un bien grand mot pour dire que chaque jour ressemble au jour précédent. Au bout d'un moment, le médicament se stabilise. Et qu'est-ce qu'on voit de manière très claire pour ce profil-là, qui est un homme de 73 ans, 74 kg, avec une insuffisance rénale, qui n'a pas de mutation? Eh bien, on se retrouve dans un plateau qui est au-dessus de la ligne rouge. Cette ligne verte et cette ligne rouge, c'est très précieux pour un professionnel de santé. La ligne verte, ça veut dire si vous montez au-dessus de cette ligne verte, vous êtes efficace. En dessous, vous n'êtes pas efficace dans votre médicament. Mais si vous allez au-dessus de la ligne rouge, vous allez être toxique, vous allez surexposer vos patients et avoir un risque d'effet non désiré, d'effet adverse du médicament. Donc ici, très clairement, le dabigatran qui est donné à cet homme, c'est pas bon pour lui à cette dose-là. Donc il peut s'amuser à changer la dose, hein, il y a une surexposition. S'il change la dose, donc à 110 mg 2 fois par jour, c'est pas mal, mais quand même il va toujours un petit peu avoir des effets de surexposition tous les jours. Donc c'est très clair, c'est pas juste théorique, hein. Pour le patient et pour le médecin, ça veut dire mon patient va saigner. C'est un anticoagulant, donc ça fait fluidifier le sang. Donc quand il se brosse les dents, s'il se blesse, il va saigner. C'est ça que ça veut dire. Et par contre, 75 mg, c'est pas trop mal, parce que c'est la dose la plus faible, 2 fois par jour. Là, on s'aperçoit que le médicament est stabilisé dans une zone qui est vraiment dans ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique. Voilà. Donc ça, si vous êtes
Voilà, dans les baskets du cardiologue, hein. Je ne sais pas si vous avez toujours rêvé d'être médecin ou pas. En tout cas, là, vous avez une petite expérience d'immersion en tant que médecin. Vous verriez que voilà, c'est la zone idéale pour ce patient-là. Alors si on vient à Jenny, je vous ai dit que c'était compliqué son cas. Parce qu'en plus d'avoir une insuffisance rénale, elle a la mauvaise idée d'être plutôt mince, très mince, enfin 48 kilos, elle n'est pas très grosse. Et donc si on lui prescrit le même médicament que le patient d'avant, à 8 heures du matin une dose, 20 heures une autre dose, qui est la posologie classique, hein. Mais je prends la plus petite dose du médicament, eh bien mon médecin connecté, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir un truc qu'il ne verrait pas sans cet apport digital. Il va voir que cette étape pseudo-stationnaire, cette concentration sanguine du médicament, au cours du temps, au bout de quelques jours, malgré la dose minimum, on va se retrouver dans une zone de surexposition pour Jenny. Et donc ça, c'est critique pour elle, il ne faut pas lui prescrire. Donc on peut s'amuser. Qu'est-ce qu'on ferait en pratique? On ne lui prescrirait pas, on dirait bon, on essaierait de trouver un autre traitement. En pratique, on peut s'amuser aussi. Donc là, comme il y a cette surexposition, on peut s'amuser aussi à changer la posologie, à faire seulement une prescription par jour au lieu de deux. Mais voilà, ce serait si vraiment il fallait à tout prix lui prescrire ce médicament. Voilà, donc ça c'est en miroir, ben, on parle de transformation digitale de l'écosystème de santé. Nous ce qu'on veut c'est que certes le patient ait son application, le médecin a son application, mais l'un et l'autre doivent être connectés. Donc là maintenant c'est dans l'autre sens. Quand le médecin va prescrire quelque chose, on veut qu'il puisse pousser en retour une posologie vers son patient. Et qu'il y ait un cercle vertueux qui se crée dans ce contexte. Alors, ok, ça c'était un des piliers qu'on a développé. On développe aussi autre chose, mais je vais vous le faire un peu plus court. C'est ce qu'on appelle le feedback patient. Tout à l'heure avec Willoop on parlait des feedbacks des utilisateurs. Bah, nous on est intéressé par le feedback du patient parce que c'est de la data très très riche, l'expérience du patient en temps réel. Donc on ne peut pas concevoir une transformation digitale en santé sans prendre ce qu'on appelle dans le domaine pharmaceutique des real world evidence, des données de vraie vie qui nous servent à comprendre aussi l'usage des médicaments. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est très simple. On veut auto-apprendre sur la base de ce feedback du patient, sur le retour du patient, et réajuster les simulations qu'on peut fournir au patient. Donc c'est des choses qu'on a mis en place. C'est aussi un des axes de R&D dans mon entreprise. Alors le principe c'est finalement assez simple, hein, c'est de dire, il y a un pointeur, je l'ai même pas vu. Le principe c'est de dire qu'ici, dans une courbe pharmacologique, c'est donc une montée en puissance du médicament et une élimination, qu'il faut être au-dessus, il faut être dans la fenêtre blanche, hein, qui est la fenêtre optimale, que si on est dans le gris, on est soit sous-efficace, soit toxique. Ben, quand le patient il va me faire un retour, quand moi je prends un antidouleur par exemple, bah, je peux être très sensible à la douleur, ou au contraire, être très douillet, ou au contraire très résistant à la douleur. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Je peux me rendre compte que mon patient, quand je prends son feedback, ici, il va y avoir un changement de son seuil de sensibilité. Lui, il est peut-être, il a besoin d'une dose qui est plus forte que son voisin pour avoir une action antidouleur. Pensez à des patients qui sont sous morphine par exemple, hein, à qui il faut vraiment ajuster très précisément une dose d'antidouleur. Mais on peut aussi imaginer changer la courbe et que ce patient, parce qu'il est gros, grand, petit, je ne sais pas, bah, il va avoir une propagation du médicament, une distribution du médicament dans son corps qui est différente. Donc ce sont ces deux éléments qu'on doit ajuster. Et là je vais vous passer un petit peu comment ça marche, hein. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail, mais on a des exemples qui sont assez jolis, notamment avec la morphine. Alors, on va finir par d'autres éléments un peu plus corporate, hein, qui on est, juste pour information. Alors, on est un trio de base, on était un trio qui avons créé cette entreprise. C'est aussi intéressant dans l'aventure entrepreneuriale de voir les graines, les ingrédients qui ont permis de créer ça. Donc moi je suis donc le papa originel, hein, mais on est trois papas. Donc moi je suis un petit peu un hybride, hein, je suis pharmacien, modélisateur, je suis un ancien prof de pharmaco. J'ai dirigé des équipes de R&D dans l'industrie. Sylvain, lui, c'est le côté. Donc moi, je suis plutôt le côté métier. Je sais ce que c'est un médicament et comment le modéliser. Sylvain, lui, c'est un matheux. Lui, c'est un mathématicien pur et dur. Lui, il est heureux au milieu des équations et il parle son langage à lui. Et Fabien, c'est notre business developer, donc c'est aussi un hybride, mais qui a fait un MBA à l'INSEAD. Et finalement, notre aventure, elle s'est créée de l'entente entre les trois cofondateurs. Moi, le côté métier, pharmaco, Sylvain, le côté mathématique théorique, où on avait vraiment des besoins de maths qui n'étaient pas classiques pour créer ça. Et encore une fois, de l'intelligence artificielle, c'est juste des maths, en fait. Et Fabien, qui lui, est du côté business.
Alors, on a eu bien sûr des conseillers, hein, des gens du domaine médical, pharmaceutique, modélisation, des gens aussi de l'industrie pharmaceutique. Marc aussi, qui est un de nos conseillers, qui était le fondateur du Figaro Santé, donc une autre enfin, du figarosanté.fr, donc une autre digitalisation de la santé, bien sûr. Et aujourd'hui, on est une petite équipe qui est déjà pas mal pour une start-up, hein. On est 27 employés. Donc on a créé nos équipes qui ont un ADN très très scientifique. On est une vraie start-up d'innovation scientifique, c'est-à-dire on est une deep tech quelque part. Ce qu'on a créé, on n'est pas parti de, enfin, on vend pas des pizzas pour simplifier, hein. On a vraiment un cœur qui est hautement technologique et scientifique. Et on est vraiment parti de là. Et c'est pas facile, hein, d'être une deep tech en France, c'est pas facile tous les jours. On n'a pas des milliards de clients au bout d'un an d'existence parce qu'il faut créer la technologie. Donc ça fait 3 ans qu'on l'a créé. On a fait un parcours qui est plutôt sympa, mais on a gardé vraiment cet ADN très très scientifique. Alors, dernier W, hein, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, donc comme je vous ai dit, on a été créé en 2018. On a fait des levées de fonds. On a eu différents prix, dont le prix iLab de BPI France. On a eu nos premiers clients, partenaires et clients, vraiment. On en parlait tout à l'heure à midi. Pas que pour faire des POC, mais aussi pour avoir des vrais clients. Et ce qui est un enjeu aussi dans les startups, dans le monde. Donc on a Vidal, qui est un de nos clients, Elsevier, qui est leader dans l'information scientifique, un leader mondial. Et des premiers clients pharmaceutiques, un Dome Pharma qui est un labo, et UPSA que tout le monde connaît, hein, les Feralgan, UPSA, Dafalgan. Donc avec UPSA, on est en train de créer une application dédiée aussi pour ce client-là. On a des projets européens aussi, on continue notre recherche bien sûr. Il faut toujours maintenir notre niveau de recherche pour garder notre avance et notre barrière à l'entrée. Donc là, on est dans une étape de notre aventure assez critique, hein. On veut passer encore à l'échelle supérieure, donc on est en train de faire une deuxième levée de fonds, notre série A, qui est donc imminente, on va dire. Enfin, j'espère, sinon je serai plus là pour vous raconter ça dans un an. Donc, bien sûr, on est en train aussi de recruter des patients tests. Juste pour vous donner un petit peu d'idée sur le business model, c'est pas simple une startup. Le business model d'une startup, il est jamais évident. De toute façon, il faut toujours être flexible. Il faut être ouvert, avoir une vision, mais être hyper flexible dans notre business model. Donc nos produits, en fait, on en a développé 2 de produits, pas un, mais 2. Et je trouve qu'on a été plutôt malin en termes de stratégie de ce côté-là. Je vous ai dit, on était un dispositif médical, medical device, certifié CE, donc ça c'est important pour nous, mais on n'a pas fait en fait un dispositif médical, on a fait 2 dispositifs médicaux. L'un qui est notre interface que je vous ai montré tout à l'heure, hein, et un autre qui est notre cœur de calcul. Donc l'interface, c'est ce qu'utilisent les patients, les pros, et le cœur de calcul, ça s'appelle de manière programmatique. Et donc ça nous permet d'avoir 2 business, un business B2C et un business B2B. Alors en B2C, hein, pour être transparent, pour l'instant on a créé l'application, mais on ne compte pas avoir des revenus B2C directement cette année. On développera une application premium dans un futur un peu plus éloigné. Et on a étudié le marché, bien sûr, on sait qu'il y a une appétence et que les gens maintenant, depuis les Deezer, Spotify ou Netflix, les gens sont prêts à payer des abonnements pour des choses qui leur sont utiles, et en particulier en santé. Mais notre proposition de valeur la plus immédiate, c'est plutôt en B2B, avec les labos pharmaceutiques, et je ne rentre pas dans le détail, hein, et aussi les assureurs santé. On est aussi partenaire, on est accéléré par Allianz, on a eu des prix aussi d'AG2R mondial. Et voilà, des prix, en fait, on en a eu pas mal, donc on est en tout cas très fiers de tous ces prix qu'on a eu, des choses improbables. À la NASA aussi, on a eu un truc de la NASA, enfin, bon, pour soigner les cosmonautes dans l'espace, enfin, des trucs. Mais voilà, on a eu pas mal de choses e-lab, on était encore une fois très fiers de ça. On publie, on a eu des différentes interventions. C'est la slide de ma maman, ça, elle est très fière quand je montre ça parce qu'il y a ma photo partout, donc elle est très contente. On a fait des confs l'an dernier au MIT, on avait différents papiers, différentes publications. Donc ça nous rend assez fiers, ça motive les troupes, mine de rien. Ça fait pas rentrer de l'argent dans le compte en banque, mais ça motive les troupes. Et dans une start-up comme la nôtre, c'est aussi important de montrer que ça a un écho. Notre innovation a un écho. Donc, pour conclure, je dirais qu'on est effectivement fiers de ce qu'on fait parce qu'on espère, on pense, on est convaincu que ce sera naturel, que dans